mais l'affaire Matisse, si j'ose dire. Je vous propose d'abord de voir, vous l'avez peut-être vu, je vais pas la lire, la lettre du père de Matisse, qui est extrêmement émouvante. Mon matou, ma grosse loutre, comme d'habitude, besoin d'écrire, a-t-il dit, c'est une longue lettre qui est publiée sur Facebook que je vous invite à lire si vous le souhaitez. On peut la découvrir sur l'antenne et je laisse évidemment à son père ces mots qu'il a écrits et je ne souhaite pas les lire pour des raisons qui sont évidentes. Et malgré cela, cette lettre est incroyablement émouvante. Vous pourrez la découvrir sur Facebook. Je vous propose d'écouter un témoignage d'un jeune homme qui est un des amis de Matisse. Et après, on va être avec Noémie Schulz, puisque je vous disais que je ne comprenais pas pourquoi cette mère qui a agressé ce jeune homme qui agonisait n'était pas en prison. Mais Noémie Schulz, comment ? Moi non plus. Vous non plus. Écoutez, nous sommes deux. Et Noémie nous expliquera peut-être pourquoi. Mais d'abord, écoutons le témoignage de ce jeune homme qui était un ami de Matisse. De ce que j'entends, oui, il y a eu quelques altercations entre les deux. Matisse, il venait souvent ici parce qu'il avait un ami qui habitait là, donc il venait le voir. Et les deux se connaissaient. Donc les deux, ils sont battus, sauf que... Donc voilà quoi, Matisse pensait pas que ça allait partir aussi loin, je pense. On jouait dans la même équipe de foot, donc à Beaulieu, à l'Étoile, ça s'appelle. Et ouais, on jouait ensemble. Donc les entraînements, c'était les lundis, mercredis et vendredis. Donc de temps en temps, on le voyait très gentil, poli. Il nous serrait tous la main, un peu timide, mais normal parce que on est deux équipes et de temps en temps, il venait jouer avec nous. Donc on le mettait dans le groupe, mais rien à dire. C'était comme je disais, pas un gamin à problème, pas à ma connaissance en tout cas. Ça fait clairement peur parce que la preuve que maintenant tout le monde sur soi a des armes, donc ouais, on est tous apeurés. En plus, j'habite à 100 mètres, donc ça fait peur de voir que notre quartier juste à côté, il y a des meurtres et puis c'est bête, qu'à cet âge-là, au lieu de penser à leurs études, à leur avenir, ça pense à se bagarrer, à se mettre des coups de couteau, donc ouais, c'est juste dommage. Témoignage recueilli par Célia Barotte. Noémie Schulz, que vous connaissez donc avec nous. Noémie, c'est vrai que souvent, je vous dis cela, et c'est un échange qu'on a ensemble, d'incompréhension sur ce qui motive parfois d'incarcérer, ce qui motive de ne pas incarcérer. En l'espèce, cette femme de 37 ans qui frappe donc un adolescent de 15 ans, qui agonise, qui reconnaît avoir donné des coups, qui est mise en examen d'ailleurs pour cette raison-là. Qu'est-ce qui fait que la procureure ne décide pas, ou la juge ne décide pas de l'incarcérer ? Alors voilà, rappelez d'abord que c'est une décision qui n'est pas prise par la procureure, qui n'est pas prise par le juge d'instruction, mais qui est prise par un juge des libertés et de la détention. C'est très encadré. Il y a eu un débat qui a eu lieu à l'issue de la mise en examen. Je ne vais pas justifier, vous dire c'est bien, c'est pas bien. Je vais juste rappeler que le placement en détention provisoire est encadré de façon très stricte par le code de procédure pénale. Encore une fois, on parle d'une personne qui n'a pas encore été jugée, pas encore été condamnée, et donc ça ne dit rien de ce qui arrivera à terme à cette femme quand elle passera devant la justice. Mais donc ce placement en détention provisoire, il est encadré et ce n'est pas tant le critère de la gravité des faits. On est horrifié évidemment par les faits qui sont reprochés à cette femme, mais ce qui va amener à prendre la décision du placement en détention provisoire, c'est le risque de concertation avec le coauteur. Là, on sait que le coauteur, elle n'est pas jugée pour complicité, mais l'auteur, le suspect a été placé en détention provisoire et donc évidemment la concertation ne sera pas possible. Le risque de pression sur les victimes et donc le risque d'une entrave à la manifestation de la vérité. Là, malheureusement, Matisse est mort. Donc elle ne pourra pas faire pression sur lui pour entraver la manifestation de la vérité. Les garanties de représentation, le fait qu'on puisse craindre qu'elle se soustrait aux convocations de la justice, on imagine que des garanties ont été apportées. Vous allez me dire, elle peut repartir en Afghanistan. Là encore, il y a un contrôle judiciaire qui a été décidé. Le passeport lui a été retiré, donc on s'est assuré qu'elle ne pourrait pas se soustraire à ces convocations. Et puis le risque de réitération des faits. Et là, on regarde notamment le profil, les antécédents de la personne. On voit que ça a joué pour son fils puisque il avait des antécédents, il a été placé en détention provisoire. Là encore, les magistrats ont estimé que pour cette femme, ce risque-là n'était pas avéré. Enfin, dernier point dont on a parlé dans certaines affaires, l'affaire Naël, on se souvient beaucoup du placement en détention provisoire du policier. On était en matière
criminel, donc on pouvait retenir le risque de trouble à l'ordre public. Cette femme est mise en examen pour des violences volontaires sur personnes vulnérables. On est sur des faits délictuels. La peine encourue est autour de 7 ans de prison. Ce risque-là de trouble à l'ordre public ne peut pas être un des critères de la détention provisoire. Merci d'avoir effectivement expliqué juridiquement le juge d'instruction que vous êtes. D'abord, je dois dire que Noémie a parfaitement expliqué les critères de mise en détention ou de remise en liberté. Ça, c'est clair. Mais enfin, on est dans une affaire d'une extrême gravité. La mort d'un jeune de 15 ans. C'est son fils qui l'a tué. Donc il y a déjà une carence éducative évidente. On vient récemment d'augmenter la peine, 3 ans. Vous voyez l'inanité de toutes ces annonces gouvernementales. Hein. Et elle est là, elle frappe la victime au sol. Vous ne pouvez pas intellectuellement distinguer ces deux actions. C'est la gravité qui aurait dû, de mon point de vue, justifier effectivement une mise en détention provisoire. Après qu'il n'y ait pas de risque de concertation frauduleuse, qu'elle risque pas de s'enfuir. Ça n'est pas le problème. Le problème, c'est la gravité de ce qui a été commis et qui aurait sans doute mérité une décision autre. Voilà. Dominique Jamais. Oui, vous parlez avec raison de la mère du criminel, du jeune réfugié afghan. Elle n'est pas l'auteur de l'assassinat, c'est lui qui est l'auteur de l'assassinat. Et ce que l'on apprend à l'occasion de ce fait divers tragique, c'est qu'il n'en était pas à son coup d'essai, que quelques jours auparavant, il avait attaqué sous la menace d'un couteau un autre jeune homme, il l'avait agressé et il était toujours en liberté, lui. Et puis, deuxième chose que je voudrais dire à propos de ce fait divers, il y a eu beaucoup de commentaires, et avec raison, à cette occasion, on apprend, sans avoir de statistiques, que le nombre d'enfants, de jeunes gens qui vont à l'école, au collège ou au lycée, désormais, avec un couteau dans leur cartable, est considérable. Non, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que devant ce processus d'ensauvagement continu, la justice réponde comme si on était encore dans le monde d'avant. Moi, je pense qu'il faut augmenter la répression maintenant, parce que on voit bien que là, il y a un processus qui va bientôt être hors de contrôle. Là, le fait divers dont on parle, ça devient une routine. Je suis désolé d'utiliser ce mot, ça devient une routine, alors que c'est un acte quand même... Donc ça s'appelle un fait de société. Oui, plutôt, oui. Exactement. Là, on est vraiment dans le fait de société, et la justice vous dit « Ah, ben non, il n'y a pas de risque de récidive, elle ne va pas retourner en Afghanistan. » Moi, je trouve que ce sont des réponses de l'ancien monde. Oui. On est passé dans le nouveau monde, et la justice doit évoluer. La réponse n'est pas à la hauteur. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire, et je remercie évidemment Noémie Schulz pour ces explications. Merci beaucoup Noémie. Nous allons maintenant évoquer l'agression de Samara, et là encore, notre grand étonnement, les conclusions de l'enquête administrative. C'est rien passé. Pas de vague. C'est même pas de vague là, c'est on se couvre. C'est encore autre chose. Tout ça fait partie du même processus. Si on se couvre, ça n'existe pas. Mais on se couvre parce qu'on a dit on n'est pas intervenu pour éviter le lynchage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'a pas existé. Il n'y a pas eu de harcèlement. Ça n'a pas, et puis donc ça s'est passé à 20 mètres de l'école. Personne n'est responsable, comme toujours. Personne n'est responsable, bien sûr. L'éducation nationale choisit de ne pas faire de vagues. C'est une possibilité d'interprétation. Donc 4 semaines après l'agression de Samara, 13 ans, à proximité de son collège de Montpellier, l'enquête administrative n'a relevé aucun manquement fautif de la part de l'établissement, ni de harcèlement scolaire, contrairement à ce qu'affirme la famille. Alors, je ne sais pas si on va être avec la mère de Samara en direct, mais en revanche, je vous propose de voir le sujet de Chloé Tarka, dans lequel intervient d'ailleurs cette mère. Aucune situation de harcèlement scolaire ni défaillance de la part du collège, ce sont les résultats de l'enquête administrative lancée par le ministère de l'Éducation nationale après l'agression de Samara. Publiée hier, l'enquête n'a pas permis d'identifier un climat global humiliant et agressif parmi les élèves, mais pointe du doigt d'importants problèmes relationnels avec d'autres élèves qui trouvent essentiellement leur source sur les réseaux sociaux. C'est double peine pour ma fille, ça veut dire que, voilà, limite non, nous on a fait notre job, ça veut dire que Samara, t'as reçu des coups, t'as été humilié, t'as été ça, tout ça et tout, mais nous on a fait notre travail, hein, tout va bien. De notre côté, c'est pas de notre faute, c'est de ta faute, c'est les réseaux sociaux, c'est ça, c'est un tel, mais c'est pas nous. Le jour de l'agression, entre 13 et 14 heures, la mère de Samara dit avoir appelé l'établissement à 2 reprises pour demander que sa fille ne sorte pas du collège. De son côté, l'enquête explique qu'après avoir entendu l'ensemble des personnes directement concernées par ces potentiels appels et procédé à des vérifications, rien ne corrobore les propos de la mère de Samara.
Interrogé, le professeur principal de son côté aurait bien correspondu avec elle, sans toutefois l'avoir informé d'un danger imminent pour sa fille. Moi, j'ai dit les propos, je maintiendrai mes propos. On veut me faire passer pour une menteuse. Moi, le professeur, je l'ai eu au téléphone. Le professeur qui me dit que votre fille est limite en danger, qu'il y a des jeunes qui l'attendent. Pour la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, interrogée hier sur France Inter, les équipes éducatives ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Vous vous souvenez évidemment de Madame Nicole Belloubet, cette longue litanie des phrases qui sont dites « Je puis vous assurer que mon bras ne tremblera pas ». Vous savez, toutes ces phrases, ces mots valises, on en a le tellement est terminé, assez. C'est depuis Jean-Michel Blanquer. Elle avait promis ça le 4 avril, et en fait, ce que dit très justement ce rapport, c'est ce que vous disiez, ce rapport dit Madame, vous mentez. La mère de Samara ment. Voilà, ce rapport qu'ils assument. Voilà. Ils expliquent que c'est une menteuse, qu'elle n'a jamais appelé l'école et que le lynchage n'était pas planifié, qu'elle n'a pas cherché à en avertir les professeurs et le proviseur. Et qu'il ne sait rien. C'est exactement au même point que lors de la mort de l'INSEE il y a un an, avec la réaction de Papendaï. Donc, effectivement, c'est le mammouth, l'éducation nationale. Madame Belloubet, pas de vague là pour le coup pour elle, parce qu'elle veut surtout pas entrer en polémique parce qu'il faudrait du courage. Elle a dit que l'équipe a fait ce qu'elle pouvait. Il y a une jeune fille qui a été lynchée. Mais bien sûr, mais tout ça, je veux dire. D'ailleurs, c'est étonnant que ce soit une enquête administrative, si vous me permettez. Parce qu'une enquête administrative, c'est pas la même chose qu'une enquête policière. Il y a les deux dans cette affaire. Donc là, tu convoques tout. Si vraiment tu faisais le job, tu convoquerais effectivement devant les policiers, le directeur de l'établissement, des confrontations, etc. Parce qu'autrement, tu n'en sors pas. Mais en fait, tout le monde a peur. La vérité, c'est que tout le monde a peur. Tout le monde a la trouille. Ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, parce que eux, ils vivent là-bas. Nous, c'est facile. On est ici à Paris. On est sur notre studio en train de parler. Le chef d'établissement, il a la trouille. Moi, je le comprends. Ça doit être l'enfer pour lui. Faut mieux que l'enquête administrative conclue à ça. Il est soulagé ce matin. Il dit ouf. Ça, il a la trouille d'intervenir aussi quand on voit ce qui s'est passé à Maurice Ravel, évidemment. Notamment. Mais tout le monde a la trouille, tout le monde. Alors, la maman de Samara est avec nous. Bonjour, madame. Ah, elle n'est pas là, me dit Marine Lançon. Mais c'est précisément parce qu'on est maintenant dans une société où beaucoup d'adultes sont des fonctionnaires qui fonctionnent et non plus des adultes qui sont des figures exemplaires que la violence des mineurs augmente. C'est-à-dire que vous me demandiez de parler de l'augmentation de la violence des mineurs tout à l'heure. C'est pas tous les mineurs, C'est pas tous les mineurs, bien entendu. Tout le monde n'a pas. Alors, faut et aussi c'est pas dire, tous les adultes qui ont cette lâcheté. Voilà, il faut dire précisément, les attaques au couteau, c'est pas tous les mineurs. Évidemment que c'est pas tous les mineurs, mais cette violence qui augmente, elle est d'abord le fruit de un mineur est un mineur, ça n'est pas un adulte. Dupont. Donc c'est d'abord le fruit de l'environnement, quel environnement lui est donné ou ne lui est pas donné. Et sur les situations de harcèlement scolaire, quand on voit la lâcheté de l'environnement adulte, qui en fait se conduisent comme des fonctionnaires qui fonctionnent et qui veulent protéger leur carrière administrative, évidemment que l'enfant ne rencontre aucune limite. Et que tant qu'on dira pour réduire la violence, il faut équiper les lycées de caméras de vidéosurveillance, on passera à côté du problème. Le problème, c'est le lien. C'est le lien humain. C'est parce que vous avez un surveillant qui ressemble à un grand frère qui est un peu inspirant que vous allez lui respecter et que vous allez le respecter, et que vous allez rencontrer une limite. C'est pas. En fait, on est dans une société qui veut répondre à la violence par du contrôle. Mais ça ne sert à rien. C'est pas le contrôle. C'est en amont. C'est quel environnement on leur donne dès le plus jeune âge. Pourquoi l'empathie n'est pas en place? Pourquoi on a En fait, Oscar Wilde disait ce qu'on a devant les yeux, c'est notre passé. Ça fait 40 ans qu'on fait des choix de société qui ne peuvent que conduire à cette violence. Ça fait 20 ans qu'en pédopsychiatrie, on vous dit les jeunes sont de plus en plus violents, de plus en plus jeunes. Et c'est pas une question de moyens matériels dans la famille, c'est une question de carence affective et de modèle dans la famille. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de père que l'enfant va être violent. En revanche, s'il y a un père qui fonctionne selon une logique clanique, tyrannique, qu'il est violent, qui frappe sa mère ou qui dit à son enfant tu dois être le plus fort parce que sinon tu vas te faire écraser, il donne à l'enfant le modèle de la violence. Quand on voit ce jeune Afghan, qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il avait appris? Il a appris qu'il a une mère qui potentiellement, quand il frappe, va se mettre de son côté, au lieu d'être la figure secourable qui lui met une grande mandale et qui va secourir l'enfant qui est à terre. Donc on voit bien que la famille est toujours première dans la violence des mineurs, mais que c'est aussi l'environnement, quand la famille échoue, c'est aussi l'environnement. Avec vous, mais là en plus, tu importes sur le sol de France des cultures, des comportements, des attitudes qui sont en rupture avec notre modèle. Mais parce que la naïveté, ou le cynisme, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou du cynisme. Je rappelle que l'Afghanistan n'est plus en guerre.
la naïveté ou le cynisme extrême de l'idéologie diversitaire, c'est d'imaginer qu'on va juxtaposer à l'infini des cultures et des anthropologies radicalement différentes et que ça va bien se passer. Mais sauf que quand, à la maison, vous apprenez la loi du plus fort, vous apprenez que la valeur de la vie d'une femme ou d'un nom ou de quelqu'un qui ne pense pas comme vous est inexistante, évidemment que quand vous êtes dans l'espace public... C'est intéressant ce que dit Pascal sur la culture importée. Juste en 2 mots, on n'a pas le droit de faire des statistiques sur l'ethnie. Contrairement à 22 pays européens. Non, mais c'est le sujet. C'est le sujet. Ça n'est pas pour stigmatiser. Il faut tout c'est changer. pour mettre en place des politiques publiques. Évidemment. Donc il faudra bien un jour ou l'autre avoir ces statistiques. Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Mais vous avez parfaitement raison. Mais on y vient quand même peu à peu. Lorsque j'entends Éric Dupond-Moretti, je vois quand même qu'il évolue un poil. Hier, il a parlé à LFI, il les a appelés les mollas. Donc, c'est vous dire si quand même... Le jour Éric Dupond-Moretti pour les statistiques. Là, vous êtes un peu optimiste. Il y a un petit changement. Ici, un exemple. À propos de la violence et en marge des affaires dont on vient de parler, j'ai lu hier, j'ai appris avec stupeur qu'on allait désormais, ça semble vous avoir échappé, qu'on allait désormais cesser de comptabiliser à part les attaques à armes blanches. Elles vont être fondues. Ah ben évidemment, il y en a tellement. C'est déjà le cas. Oui, il était question. Il y en a tellement. La maman de Samara. Il était question des statistiques sur ce genre d'agression et on dit on ne les comptera pas à part. La mère de Samara est avec nous. Pas. La mère de Samara est avec nous. Les conclusions de l'enquête administrative. Bonjour madame et merci d'être avec nous. Vous étiez intervenue très rapidement après le harcèlement de votre fille, après qu'elle a passé quelques heures à l'hôpital. Je vous remercie une nouvelle fois d'être avec nous. Cette enquête administrative conclut que vous avez menti. Oui, c'est ça exactement. Voilà, par manque de preuves au niveau du relevé téléphonique, on en conclut que j'ai menti, que ma fille elle n'a jamais été harcelée, que voilà, en fait, c'est ça les conclusions. Donc voilà, moi j'attends beaucoup de l'enquête judiciaire pour éclaircir tout ça. Je pensais de base que c'était parce que moi on m'a demandé mon relevé téléphonique. On aurait pu faire de même au niveau du collège pour là on explique que le professeur ne m'a jamais prévenu que Samara allait se faire frapper. Il m'a dit les mots mot pour mot, je crains pour votre fille, venez la récupérer. Ces jeunes ne sont pas là pour parler avec elle, ils sont venus pour la frapper. Et là, en fait, l'enquête, les conclusions montrent que voilà, ce professeur n'était pas au courant, n'était pas inquiet, n'a pas daigné, on va dire, même lui-même, on va dire, informer la vie scolaire, parce que il a pensé que c'était rien. Alors bon, moi, quand je vois un groupe de jeunes qui est devant un collège, qui est étranger au collège, qui est là, voilà, on va dire en supériorité par une enfant qui est toute seule, j'en informe les responsables, j'en informe pas à 17h. On les informe immédiatement, voilà, il y a un souci. Voilà, moi j'ai été en contact avec la vie scolaire. C'est par preuve de relevé téléphonique, tout simplement. Bon, ce que vous dites évidemment est très grave. Il y a eu les appels. Il y a eu les appels. Le problème, c'est que voilà, j'ai demandé le relevé téléphonique auprès de mon opérateur. J'ai échangé avec les 2 personnes qui étaient venues pour mener l'enquête. Je leur ai expliqué que voilà, mon opérateur était pas en mesure de me fournir le relevé, mais que si la police le demandait, qu'ils étaient en mesure de le fournir à la police. Madame Radjoul, évidemment, Radjoul, pardonnez-moi, ce que vous dites évidemment très grave, puisque vous mettez en cause un professeur avec qui vous avez parlé, qui dit manifestement que vous n'avez pas échangé. Ce coup de téléphone, votre fille est sortie à 17h, je crois. Il a été passé vers quelle heure ? À 16h. À 16h. Non, le coup de téléphone, oui, elle est sortie à 16h. Samara, le coup de téléphone de la part du professeur, mais c'est noté dans les conclusions de l'enquête que le professeur m'a bien contacté à 12h30 et que voilà, pour lui, après voilà, l'échange téléphonique qu'on a eu. À 16h, il dit que cet échange n'a pas existé, alors qu'à 16h, il vous dit venez chercher votre fille. Non, si dans le rapport, on dit bien qu'il m'a contacté à 12h30.
que voilà, il n'a pas estimé qu'il y avait on va dire de faits que Samara allait se faire frapper ou qu'elle était en danger, quoi que ce soit. Alors non, mais votre version à vous, c'est ça que je veux comprendre. Oui. Votre à quelle heure vous l'avez eu? À 12h30. Et à 12h30, il vous a dit votre fille est en danger, venez la chercher. Voilà. C'est bien ça. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, et c'est ce que vous dites. Et effectivement, vous n'avez pas pu aller chercher votre fille à 16h30, mais lui, aujourd'hui, nie qu'il a dit ces propos-là. Je comprends bien. Oui, voilà, non, moi, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai eu au téléphone. Il m'a demandé de venir récupérer Samara parce que, il y avait un groupe de jeunes qui étaient étrangers au collège et qui étaient venus. Il m'a expliqué clairement qu'ils n'étaient pas là, venus pour parler avec elle. Mais voilà, donc il avait peur pour Samara. Il m'a dit, je crains pour Samara. Venez la récupérer. On s'est mis d'accord qu'elle termine les cours avant que je vienne la récupérer. Et on s'est laissé comme ça au téléphone. Ce professeur a signalé ce qui est marqué dans l'enquête. Moi, j'étais pas au courant, qui a signalé les faits à 17h lors de son retour au collège. Je pense que, au vu du fait que ces jeunes sont restés de 12h30 à 16h devant le collège, pour attendre ma fille, voilà, il a expliqué que même lui, il leur a demandé de quitter les abords de l'établissement. Ils ont, apparemment, il y en aurait un qui aurait refusé, mais voilà, en attendant, ils sont restés présents devant le collège. J'entends bien. Autre chose que je voulais vous demander, parce que ça avait surpris beaucoup de gens. Vous étiez venu un matin chez nous expliquer que votre fille avait été agressée parce que elle s'habillait à l'européenne et que c'était pour cela qu'elle était harcelée. Et puis j'ai eu le sentiment le soir que vous disiez quelque chose de différent et vous aviez dit, je crois que c'était chez Cyril Hanouna, que votre fille était une bonne musulmane et qu'elle faisait 5 fois la prière par jour. Et je vais vous poser une question que tout le monde s'est posée. Est-ce qu'il y a eu des pressions de personnes que vous connaissez, de la communauté? Vous avez lu d'ailleurs quelque chose. Est-ce que c'est vous qui l'aviez écrit ou est-ce que ce message avait été écrit pour vous? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été étonnés et qui ont vu, et je peux vous comprendre, madame, que vous ayez vous-même peur pour vous et que vous ayez été contrainte de dire des choses que vous ne vouliez pas forcément dire. Non, écoutez, moi, ce qui s'est passé, c'est que dans cette journée-là où j'ai été reçue sur le plateau de TPMP, on va dire, c'est parti un peu dans tous les sens. Il y a des propos que j'ai tenus, qui ont été pris, qui ont été déformés, qui ont été amplifiés, tout ça et tout. Moi, au moment de partir à Paris, dans l'avion, je me suis fait un petit texte parce qu'il fallait vraiment mettre des mots précis sur ce qui se passait. Moi, j'ai expliqué que ma fille, on était pendant une période de Ramadan. Ma fille, j'ai expliqué que pour comparer à cette jeune fille et sa famille qui se prétendent, on va dire, pieuses et tout ça et tout, ma fille aussi était pieuse. Donc il n'y a pas eu de pression communautaire, pour être clair. Il n'y a eu aucune pression. Non, mais c'est important de le dire. Non, bien sûr. Moi, j'ai voulu rectifier vraiment tout ce qui se disait sur moi ou tout ce qui avait été repris par... moi, j'ai vu des posts. J'ai dit non, il faut pas qu'on laisse ça parce qu'on fait partie de la même communauté. Après, niveau religion, peut-être qu'on a une version différente de la religion, mais moi, il fallait que je mette des mots précis. Et moi, le problème, c'est que moi, j'arrivais pas à enregistrer. Il fallait mettre des termes précis sur ce que je voulais dire et j'ai dû écrire et prendre mon téléphone. Voilà, je vous remercie de cette précision. Et c'était une question que nous pouvions nous poser. Je vous remercie grandement, en tout cas, d'avoir témoigné ce matin. On est